20h22 bientôt à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. C'est l'heure du journal de l'économie avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Pauline. Et on en parlait dans le journal il y a un instant. L'agitation politique en Turquie, elle inquiète les investisseurs. Ce soir, la bourse d'Istanbul perd 10,47%. Et oui, c'est le 4e jour donc de manifestation en Turquie. Et effectivement, la bourse s'est effondrée ce soir. C'est vrai que le Premier ministre n'a pas franchement ouvert le dialogue avec les manifestants. Recep Tayyip Erdogan, qui pourtant rime en Turquie avec succès économique. C'est vrai que depuis son accession au pouvoir, c'était en 2002, la richesse par habitant, le PIB a quasiment triplé, qu'on s'est habitué à avoir des taux de croissance en Turquie jusqu'à 8%, c'était le cas encore en 2011. La Turquie, elle a une dette qui représente 36% de son PIB. Vu d'Europe, ça fait quand même franchement rêver. Récemment encore, les agences de notation, les grandes agences Moody's, Standard & Poor's et Fitch ont remonté la note souveraine de la Turquie, qui était en catégorie spéculative et qui est devenue, qui a été classée en catégorie investissement. Donc c'est un vrai progrès pour les emprunts d'État, pour les emprunts des entreprises. Donc est-ce que ce modèle économique pourrait vaciller sous les coups de l'instabilité politique? Eh bien, c'est la question que nous posons à notre invitée ce soir, Denise Ünal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste au CEPI et vous êtes donc une spécialiste de la Turquie. Donc je vous pose cette question. Est-ce que cette instabilité politique qu'on voit pour l'instant récente s'installer en Turquie peut avoir des conséquences économiques? Bien sûr, ça a des conséquences immédiates. Entendons-nous bien, la Turquie va bien. C'est une économie relativement saine dans la crise globale de l'économie, mais elle a des fragilités. Notamment, elle a un solde commercial très, très déficitaire, de l'ordre de 7% cette année. Ça a amélioré, c'était 11% l'année dernière. Mais donc, avec un déficit pareil, dû à un problème de déficit énergétique, dû aussi à un déficit de l'épargne, mais aussi à un déficit de compétitivité dans les produits de haut de gamme notamment. Et la Turquie a besoin d'attirer des investisseurs étrangers. Or, les capitaux que la Turquie attire en ce moment, comme beaucoup d'autres grands émergents, ce sont des capitaux à court terme. Et la réaction aujourd'hui qu'on a vue à la bourse d'Istanbul est une réaction inquiétante pour financer donc ce déficit courant, mais aussi pour ses projets d'avenir, parce que la Turquie est en train de faire d'énormes investissements. Là, en France, on a entendu parler, par exemple, du plus grand aéroport du monde qu'on va installer à Istanbul, mais aussi d'autres projets d'infrastructures, comme des centrales nucléaires, mais aussi d'autres choses dans le domaine privé. La Turquie a besoin, et pour ses entreprises privées, et pour ses investissements publics, des investissements étrangers. Et là, on a besoin de confiance. Voilà. Pour le moment, 4 jours, ça n'est pas suffisant pour parler vraiment de risque économique, mais si ça devait durer, là, ce serait une autre histoire. Alors, on voit que le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan est plutôt un artisan de la réussite économique. Quelles sont les recettes de ce gouvernement de l'AKP? Alors, sa première réussite, c'est une stabilité politique. Pendant 10 ans, dans les années 2000, la Turquie a eu, pour la première fois de son histoire politique, c'est une république qui date des années 20, a eu une stabilité comme ça, avec un seul gouvernement, pas de coalition, pendant 10 ans, avec le même parti. Et là, c'est un grand confort pour être un État stratège. Avant, dans les années 90, par exemple, il y a eu 9 gouvernements de coalition qui alliaient des partis de droite, des partis de gauche avec des partis d'extrême, droite et de gauche. Et dans ces conditions-là, il était impossible de mener une politique économique. C'est vraiment l'explication fondamentale. Ça, c'est la première explication. Et ensuite, c'est un gouvernement qui a su être très, très pragmatique, qui a su allier. La Turquie a eu une grande crise macroéconomique en 2001. Et ce gouvernement a su allier les exigences de stabilisation recommandées par le FMI aux exigences de l'Union européenne dans le cadre de sa candidature. Donc, la Turquie a fait des réformes institutionnelles énormes qu'on essaie de faire maintenant en Europe. Par exemple, la restructuration du système bancaire a été faite, c'était terminé en 2004. Et du coup, la Turquie n'a pas souffert de la crise actuelle autant que les autres. Merci beaucoup, en tout cas, à Denise Ünal, de nous avoir apporté cet éclairage donc, sur ce qui se passe actuellement en Turquie et les risques économiques que ça peut représenter pour le pays. Merci.
Merci beaucoup, effectivement. Voilà pour l'actualité en Turquie. Myriam, en France, c'est la réforme des allocations familiales qui fait la une ce soir. Voilà, il n'y a pas de changement de philosophie. On continue, l'État français en tout cas, continue à encourager financièrement les naissances. Donc le montant des allocations familiales ne bouge pas. Mais le gouvernement va reprendre en fait de l'autre main aux familles les plus riches un peu d'argent via ce qu'on appelle le quotient familial. C'est un mode de calcul en fait des impôts sur le revenu qui baisse à mesure que vous avez beaucoup d'enfants. Écoutez, un des membres du gouvernement. Aujourd'hui, après réduction fiscale, un enfant de famille aisée reçoit beaucoup plus qu'un enfant de famille modeste. Si l'on veut pérenniser notre modèle familial auquel on tend, eh bien, il fallait apporter ces correctifs nécessaires. Toujours en France, les salariés de Goodyear Amiens Nord seront finalement fixés le 20 juin prochain. Voilà, le tribunal de grande instance de Nanterre attendra cette date, réfléchit évidemment entre-temps pour savoir s'il va ou non suspendre le plan social que contestent les syndicats, qui voudraient à nouveau cette suspension. Ce plan social, il devrait entraîner la fermeture simple et nette du site et ce sont 1173 emplois qui sont concernés. Et puis en Europe, cette petite amélioration de la production manufacturière en zone euro. Voilà, petite parce qu'on reste quand même dans ce qu'on appelle une zone de contraction. On parle bien sûr des indices PMI Market, enfin je dis bien sûr, c'est la production escomptée dans le secteur industriel. Et cet indice, il est à 48,3 en mai. Vous savez qu'à partir de 50, on est en expansion, en dessous des 50, on est en contraction. Donc on reste en contraction, mais c'est le plus haut niveau depuis 15 mois. Donc la contraction ralentit en quelque sorte et c'est donc mieux. Bien sûr, il y a la Grande-Bretagne, qui n'est pas en zone euro, mais qui est en Europe, qui, elle, a un indice à 51,3. Et donc là, c'est un véritable essor. Et pourtant, mauvaise journée sur les places boursières. Oui, elles perdent partout en Europe. Paris s'est replié de 0,71%, vous allez voir les chiffres. Francfort termine sur un moins 0,76%. Londres recule de 0,88%. En Europe, on craint, comme aux États-Unis d'ailleurs, que la Fed, la Banque centrale américaine, suspende sa politique monétaire accommodante. Et en plus, on a eu un plutôt mauvais chiffre là du côté de la production manufacturière avec l'indice ISM qui est l'équivalent de ce qu'on a vu précédemment aux États-Unis, s'établit à 49 en mai, il était à 50,7 en avril. Je ne vais pas reprendre l'explication sur les 50, mais vous avez compris. Allez, puis avant de vous quitter, un mot de Chrysler dont les ventes ont augmenté de 11% au mois de mai. Oui, et c'est les pick-up qui s'arrachent tels les petits pains aux États-Unis parce que l'activité reprend. On voit bien que Chrysler donc profite, mais c'est le cas finalement de tous les vendeurs de voitures et de tous les constructeurs. La consommation générale repart aux États-Unis, le marché de l'immobilier repart aux États-Unis. On sent vraiment qu'il y a une reprise là-bas, et donc les constructeurs de voitures en profitent. Merci beaucoup Myriam Mascarello, c'était le journal de l'économie. On vous retrouvera tout à l'heure. D'ici là, restez avec nous juste après la pause, un tout nouveau journal. À tout de suite.